Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Sud FM reçoit ce jour dans Rétrosport Pape Diouf, ancien journaliste sportif au journal de Marseille, ancien agent de joueur et maintenant consultant international pour le football. Un parcours flamboyant et parfois passionnant à la fois. Pape Diouf, bonsoir. Bonsoir. Pape, comme je viens de le dire, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce soir dans notre studio pour parler éventuellement de football. Parce que, comme vous le savez, le football africain, je ne dirais pas est en veilleuse, mais à petits pas. Donc il y a des problèmes. Sur le plan local, notre football professionnel n'a pas encore démarré, le calendrier n'est même pas promulgué. Il y a des problèmes. Vous avez assisté aussi peut-être à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. Vous avez vu l'équipe du Sénégal s'est hissée en finale, mais a perdu. On a parlé de la Coupe du Monde et peut-être c'est passé, mais maintenant nous allons vers d'autres échéances qui sont extrêmement importantes. Je laisse Malik le soin de vous introduire et que nos auditeurs suivent attentivement cette émission, puisque je crois que ce sera une émission intéressante. Vous l'avez dit, Pape. Bonsoir, Pape Diouf. Bonsoir, Malik. Et merci d'être dans les studios de Sud FM Sen Radio. Un immense plaisir de vous recevoir dans l'émission Rétrosport. Alors, l'actualité, nous la démarrons par la Ligue africaine des champions. Génération Foot a validé son ticket samedi devant Oilers du Libéria 3-0. Et l'équipe de Denis Biramdaou va hériter du Zamalek d'Égypte. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette qualification de Génération Foot au second tour de qualification de la Ligue africaine des champions? Je crois d'abord que c'est une récompense légitime et logique pour Madi Touré, qui a démontré depuis quelques années, je dirais, toute une grande compétence, qui a démontré son savoir-faire, qui sans doute est aujourd'hui à la tête, je dirais, de la première école de football du Sénégal. Madi est un garçon que j'ai vu débuter dans des conditions difficile, je dirais même extrêmement difficile. Il a su, tout en respectant certaines règles et certains principes, aller de l'avant. Et aujourd'hui, quand on se rend à Génération Foot, là où sont préparées ces équipes, là où ces bureaux sont, c'est vrai qu'on est ébahi, on est étonné. Alors, cette qualification n'est pas du tout pour me surprendre. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est tout à fait mérité, et toutes mes félicitations à Madi. Pourtant, il en avait fait une obsession. Il avait déclaré ici dans le studio que chaque année il aimerait se qualifier en Ligue africaine des champions, et finalement, pourquoi pas ne pas intégrer les phases de poule. Alors, pour ce dernier tour qualificatif avant les phases de poule, il va hériter d'un gros morceau, le Zamalek d'Égypte. Oui, c'est vrai que le Zamalek reste une des grosses écuries africaines, mais Madi a un double objectif, puisque à cette ambition nationale et continentale qu'il a, cohabite aussi, je dirais, cette volonté qu'il a de faire vivre son centre en cédant certains de ses meilleurs éléments. Donc cette double exigence semble contradictoire, et pourtant il mène les deux de front. Non seulement il parvient avec son équipe à être champion quand il le faut, à être représentatif sur le plan européen, mais aussi, je dirais, à permettre à la plupart des garçons qui sont de son centre de mener une carrière professionnelle, comme on le voit avec les plus grands. Mais Pape, je crois que quand on est champion, on a des ambitions. Les ambitions doivent être effectivement être loin dans la Ligue des Champions ou se qualifier à la phase des poules. Mais on se rend compte que, vous avez dit tout à l'heure, que la plupart de ces joueurs, les meilleurs, vont à l'extérieur. Vous pensez qu'avec cela, Génération puisse arriver à se maintenir sur le plan international ou sur le plan continental? Il faudrait sans doute demander à Madi l'objectif majeur de son club. Est-ce obtenir les meilleurs résultats sur le plan continental sans contrepartie cependant, ou pouvoir permettre à des garçons d'émigrer, de devenir des professionnels, et de permettre à son centre de pouvoir s'autofinancer. Je crois qu'il est pris entre cette contradiction, et il a choisi avec légitimité. Et vous savez, la question ne concerne pas seulement Madi, mais cela concerne aussi les sociétaires de Génération Foot. Je suis convaincu qu'il y a des jeunes qui sont dans ce centre-là. Leur objectif premier est
de pouvoir partir, c'est de pouvoir devenir des futurs Sadio Mané. Donc l'affaire n'est pas si simple qu'on le dit. Mais pourtant, certains joueurs, je veux citer Cheikh Tidiane Koulibaly, Amadou Ndiaye, entre autres, ils n'ont pas été dans l'équipe première de Metz. Et pourtant, s'ils étaient restés avec Génération Foot, du moins, GF pourrait intégrer les phases de poule l'année dernière en Coupe CAF. Très certainement, mais ça c'est vu sous l'angle effectivement d'un passionné de foot sénégalais. Mais ces garçons que vous citez là aujourd'hui qui sont partis, socialement ont obtenu peut-être un niveau de vie sans doute plus élevé que ce que ça aurait pu être s'ils étaient restés là. Donc il faut à un moment donné, je pense, se placer de chaque côté, essayer de comprendre les différentes entités avant peut-être de juger. Moi je pense que oui, sans doute on aurait aimé nous, en tant que supporters, en tant que sportifs sénégalais, les voir évoluer sous les couleurs de Génération Foot, mais eux et leurs familles, sans doute, ne regrettent pas, je dirais, d'être partis tenter leur chance dans le professionnalisme. Alors, au-delà de Génération Foot, c'est le désert. C'est le désert au niveau du Sénégal. Depuis la Centre de Dakar, aucune équipe sénégalaise n'a réussi à franchir à intégrer les phases de poule. Alors, de loin, quelle explication peut-on en faire de cette situation du foot local sénégalais? Moi, sur ce plan-là, je redis un peu la même chose. Depuis 1960, depuis l'année de l'indépendance, le Sénégal n'a jamais rien gagné, ni en équipe nationale, hormis cette, je dirais, cette médaille aux Jeux africains, aux Jeux de l'amitié en 1963, et n'a jamais rien gagné avec un club. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est qu'il y a véritablement, je pense, un problème fondamental qui aujourd'hui fait que le football sénégalais ne progresse pas, n'avance pas. Mais ce n'est pas nouveau. Ça date depuis 1960. Des pays, parfois, de moyenne importance comparés au Sénégal ont pu gagner des trophées majeurs et jamais le Sénégal. Je crois que ça, c'est la question fondamentale que tous les amateurs de football au Sénégal doivent se poser. Le pourquoi. Selon vous, c'est quoi la raison? On peut toujours, si évidemment j'avais une réponse toute faite, je la donnerais pour essayer moi-même de résoudre le problème, mais je ne peux pas, je ne sais pas quelle est la raison. Alors certains disent, oui, le footballeur sénégalais n'est peut-être pas très fort mentalement, d'autres disent, nous n'avons peut-être pas les entraîneurs qu'il conviennent. Moi je pense que tout dépend toujours de la... Parce qu'une équipe de football, et qu'elle soit une équipe, une sélection ou un club, a toujours besoin d'une direction très forte. D'une direction très forte, évidemment d'un staff compétent et de joueurs impliqués. Nous avons souvent eu des joueurs très compétents, des joueurs, je dirais, très talentueux, mais il nous a parfois fait défaut de cette direction absolument compétente. Il y a eu Souris, qui lui a été un homme d'envergure, qui a permis à l'équipe nationale du Sénégal d'aller pour la première fois en finale de la CAN, qui a permis à l'équipe nationale du Sénégal avec Bruno Metsu de parvenir aussi au quart de finale de la Coupe du Monde. C'est vrai, mais depuis lors, nous peinons, je dirais, à trouver cette direction qui soit capable d'insuffler un souffle tout à fait nouveau et qui permette à notre équipe d'atteindre, je dirais, le Graal, ça c'est sûr. Mais Pape, vous savez, il y a aussi une différence, puisque en Europe et partout ailleurs, ce sont les directions techniques nationales fortes, comme vous venez de dire, qui définissent le programme de développement du football. Or, nous avons remarqué qu'en Afrique, et particulièrement au Sénégal, les entraîneurs sont très forts. C'est-à-dire, le dernier mot leur revient, ils choisissent. Donc, je crois qu'ici, les entraîneurs sont au-dessus de la direction technique nationale. Quelles sont les raisons peut-être pour lesquelles le Sénégal vit cette situation? Et comme vous venez de le dire, nous n'avons rien gagné depuis 1963 pendant les Jeux de l'amitié et ça continue, mais ça fait mal. Mais vous savez, de toute façon, la direction nationale, la direction technique nationale est quand même choisie par la fédération. Donc, de ce point de vue-là, on peut parler d'une carence au niveau de la fédération. Je pense effectivement qu'au Sénégal, il y a des entraîneurs de très grande compétence, des entraîneurs qui connaissent le football, des entraîneurs qui sont capables de conduire nos équipes le plus loin possible dans la compétition. Ce qui manque le plus au Sénégal, me semble-t-il, ce sont ces dirigeants d'envergure
capable précisément de mettre en place des politiques sportives susceptibles, je dirais, de permettre de donner à nos clubs la possibilité d'aller loin. C'est ça le vrai problème. Quand on voit déjà ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale, quand on voit ce qui s'est passé lors de la dernière CAN, on peut se poser effectivement ce genre de questions. Et cette situation même se répercute au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Surtout au niveau de l'équipe nationale. Quand j'apprends que le président de la fédération était en Égypte d'abord au service de la CAF et non pas de l'équipe nationale du Sénégal, je m'interroge. Le président de la fédération doit d'abord être le premier Sénégalais, le premier, je dirais, à s'intéresser à la question nationale. Alors quand il n'est pas là et quand il délègue, je dirais, son pouvoir à son second, aussi talentueux soit ce dernier, il ne sera jamais, je dirais, véritablement le premier aux yeux de certains, mais il ne sera jamais le président de la fédération. Alors, de ce point de vue-là, quand on est le patron d'une fédération, on doit précisément, on ne doit pas ignorer ses attributions et on doit les remplir pleinement. Alors, au-delà de ces questions de management, il y a également le jeu du Sénégal qui a posé problème. Aliou Cissé a été souvent critiqué sur le choix, sur le jeu livré par les Lions du Sénégal. Mais pour cette CAN 2019, il a réussi avec l'équipe nationale à aller en finale. Malheureusement, on a perdu face à l'Algérie une double défaite. D'abord en phase de poule et ensuite en finale. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que beaucoup de questions ont été posées après la CAN. Beaucoup de gens se sont élevés et ont dit, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'Aliou Cissé passe la main? Je pense qu'Aliou Cissé, depuis 4 ans, si on veut faire le recensement de tous les résultats obtenus par l'équipe nationale, sans doute c'est lui qui peut présenter le meilleur bilan. Mais c'est parce que c'est lui qui a le plus duré. Mais heureusement, ça montre en tout cas que le temps, que la durée peut permettre précisément d'aller de l'avant. Je pense que même Bruno Metsu n'a pas eu de meilleurs résultats. Il a peut-être eu des résultats plus spectaculaires, notamment cette fameuse qualification en quart de finale de la Coupe du Monde, mais il n'a pas obtenu de meilleurs résultats. Alors, insuffler quelque chose de nouveau, pourquoi choisir précisément Aliou Cissé et non pas cette direction de la fédération qui est là depuis 10 ou 12 ans? Si on doit insuffler un souffle nouveau à la sélection, c'est à la tête de la sélection qu'il faut regarder les choses. Ce n'est pas Aliou Cissé qu'il faut mettre à l'index, comme j'entends et comme je vois. J'ai parfois envie de dire, mais fichez la paix à Aliou Cissé. Parce qu'Aliou Cissé, je dirais, non seulement il a le sens du métier, mais cette équipe nationale, il l'a bien conduite. Alors on me dira parfois, oui, Aliou Cissé ne parle pas suffisamment avec les gens. S'il avait été pris à la tête de l'équipe nationale pour parler avec tout le monde, autant lui donner un micro et tous les jours l'inviter à la radio ou à la télévision. Je crois qu'il doit pouvoir échanger avec son président si les choses sont nécessaires. Il doit sans doute, je dirais, discuter avec certains qui ont aussi des choses à lui dire, mais pas avec tout le monde. Donc Aliou Cissé, que l'on critique très très souvent, que l'on critique quasiment tous les jours, me semble-t-il, n'est qu'un bouc émissaire. Mais Aliou Cissé, c'est pas du tout lui, je dirais, qu'il faut mettre à l'index. Mais vous savez aussi que peut-être il y a des problèmes au niveau des résultats, mais au niveau de toutes les catégories, c'est-à-dire les petites et les grandes catégories, le Sénégal est souvent parmi les équipes qui sont citées. En tout cas, au niveau de la CAN, au niveau de la Coupe du Monde, ce sont des résultats satisfaisants. Mais cependant, ce n'est pas Aliou Cissé seulement. Le problème, ce n'est pas seulement l'équipe nationale A. Les autres équipes nationales, surtout au niveau des jeunes, font des résultats par rapport à l'équipe A. Donc, je crois que, certes, les fédéraux, peut-être, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, mais au moins, sur le plan de l'administration et de la gestion, ils sont arrivés peut-être à trouver des solutions. Écoutez, si au Sénégal on peut se satisfaire simplement de voir certaines équipes atteindre, je dirais, la dernière ligne droite, on n'a rien à dire. On s'en contente. Mais je crois qu'un pays comme le Sénégal doit aussi prétendre à la victoire. Et de ce point de vue-là, j'aimerais bien qu'on me cite une seule sélection qui aura été jusqu'au bout. Une seule sélection qui aura été victorieuse. C'est à ce niveau-là qu'il y a effectivement comme un vice de forme, comme un vrai problème. Et ce problème-là, je dirais, mettre un mouchoir dessus, c'est vouloir le nier. On n'a pas ce droit.
Alors, pour en revenir justement à l'équipe A, avec tout le potentiel que nous avons des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde. Sadio Mané à Liverpool, Kalidou Koulibaly au niveau de comment dire, à Naples. Alors, jusqu'à présent, c'est les choix encore pour en revenir aux choix technico-tactiques de Aliou Cissé. Aliou Cissé, il a les meilleurs joueurs du moment, mais qui brille dans le club qui ne brille pas forcément à l'équipe nationale. Vous savez, ça, c'est réduire, je dirais, le problème à sa plus simple expression, véritablement. On m'a posé la question de savoir pourquoi un garçon comme Sadio Mané est très brillant avec son club à Liverpool et beaucoup moins avec l'équipe nationale. Et partant, évidemment, on a mis là aussi Aliou Cissé à l'index. Vous savez, les grands footballeurs, les grands joueurs ont toujours, que ce soit en sélection ou en club, ont pu eux-mêmes trouver la place qui leur convient. Souvenez-vous de Pelé avec le Brésil. Souvenez-vous de Maradona avec l'Argentine. De Cruyff avec la Hollande. Hein? Vous prenez même la France avec Zidane ou Platini, et même le Sénégal avec El Hadji Diouf. Ce sont des joueurs qui ont, à un moment donné, réussi à trouver leur place. Le grand joueur ne doit pas attendre de la part de l'entraîneur un positionnement. C'est lui qui doit trouver le positionnement et amener l'entraîneur à l'approuver. Je ne connais pas, en tout cas, depuis que je suis le football, un seul entraîneur qui va contre son meilleur joueur si celui-ci lui permet de gagner des matchs. Alors, je ne dis pas que Sadio Mané n'a pas le talent requis, mais aujourd'hui, peut-être qu'il lui manque cette personnalité qui le pousserait précisément à être le leader de l'équipe nationale du Sénégal. Mais est-ce que c'est pas au coach de l'inculquer cette personnalité? Mais c'est pas au coach, c'est à lui. Une personnalité, ça ne s'inculque pas. On l'a ou on ne l'a pas. Mais pas, on peut la susciter. Non, mais oui, on peut susciter une personnalité, mais de toute façon, on est comme on est. On est d'accord. Et là, je ne pense pas que ce soit Bruno Metsu qui ait fait de lui ce qu'il est devenu. Pelé, je ne pense pas que ce soit son entraîneur à l'époque, ni Cruyff, ni Maradona, ni... Alors, c'est à Sadio Mané, simplement, sur le terrain, de démontrer que c'est lui, Sadio Mané, qu'il peut trouver sa place, qu'il peut même choisir, puisque même dans ce type de situation, le meilleur joueur d'une équipe à ce niveau peut même choisir ses partenaires. Il peut jouer de l'influence auprès de l'entraîneur, l'amener lui-même, je dirais, sur le plan tactique, à faire une certaine configuration de son équipe. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Alors, donc on ne peut pas à ce niveau-là critiquer Aliou Cissé, ce n'est pas vrai. Alors on a également évoqué la question mentale au niveau de nos différentes sélections. Les U20 ont raté 3 CAN U20. Récemment c'était au Niger. Ensuite l'équipe A a raté la finale. On parle beaucoup de cette question mentale au Sénégal. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? C'est le joueur sénégalais qui est faible mentalement. Je vais vous dire, on dit effectivement, on soulève la question mentale parce que précisément, le football est sans doute une des rares activités humaines où il n'y a ni vérité absolue, ni vérité catégorique. Et quand un résultat est obtenu ou n'est pas obtenu, on essaie de comprendre le pourquoi. On cherche des solutions. On cherche, je dirais, des réponses à des questions. Alors, évidemment, parler de la question mentale, comme naguère certains ont parlé de la question tactique, c'est une manière de faire abstraction, c'est une manière, je dirais, de se sortir du guêpier. Mais je ne pense pas que nos joueurs manquent à ce point de mental. La réalité, c'est que oui, lors de cette dernière CAN, c'est vrai que le Sénégal a présenté une des meilleures équipes. Mais sur ce que nous avons vu, la meilleure équipe, c'est celle qui a quand même gagné. L'Algérie a démontré pendant cette Coupe d'Afrique des Nations-là sa supériorité sur ses adversaires. Sans doute, sa finale a été, je dirais, très moyenne, pour ne pas dire autre chose. Mais je pense que le Sénégal, jusqu'ici, a manqué parfois de réussite. Le Sénégal compte, vous l'avez dit, parmi les meilleures équipes du continent, compte en son sein des joueurs aussi de classe mondiale, mais il faut peut-être précisément trouver les conditions optimum pour que les joueurs donnent le maximum de leurs possibilités, ce qui ne me paraît pas être le cas. Pape, à partir de cette réponse que vous venez de nous donner, nous avons remarqué aussi, pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas en forme et qui étaient maintenus à maintes reprises dans l'équipe, et pourtant ils ne trouvaient pas les solutions. Trouvez-vous normal qu'un joueur qui ne réussisse pas dans un match de football, 2 ou 3, soit toujours sur le terrain et n'arrive pas à trouver les problèmes?
Mais vous savez, moi je dis que quand un joueur ne trouve pas les solutions, il revient effectivement à l'entraîneur, il revient aussi à l'encadrement général de l'aider à devenir efficace. Lors du premier match, si vous vous souvenez, Mbaye Niang a manqué 2 ou 3 occasions qui paraissaient nettes. Et pourtant, il a fait un très bon match. Il sortait d'un championnat remarquable avec Rennes, où il avait marqué beaucoup de buts. D'ailleurs, il a recommencé, puisque en 2 journées de championnat de France, il a déjà marqué 2 buts. Donc, ce qui veut dire que ce garçon-là n'a pas perdu d'un coup, je dirais, son efficacité. Est-ce qu'on l'a aidé suffisamment? Pas seulement l'entraîneur, mais c'est tout le monde. Moi, lorsque j'étais président, quand un joueur me faisait une très bonne partie et que le soir, il manquait par exemple d'efficacité, il n'était pas rare que je l'appelle, que je discute avec lui, que j'essaie, je dirais, de comprendre un peu ce qui ne va pas. Est-ce que ce travail-là a été effectué auprès de lui? On l'a laissé sur le terrain comme une âme en diable. À un moment donné, c'était ça, le vrai problème de Mbaye Niang. Donc, il ne faut quand même pas non plus mettre là aussi en cause certains joueurs. Et je pars du principe qu'un entraîneur, c'est lui, c'est vrai, certes, qui choisit son effectif, qui choisit son équipe. Je pars toujours de l'idée que personne, aucun Sénégalais, je n'en connais pas en tout cas, je ne connais pas un seul Sénégalais qui soit plus désireux que Aliou Cissé de gagner. Je n'en connais pas. Si vous connaissez un seul Sénégalais qui a envie de gagner plus qu'Aliou Cissé, vous venez me le montrer. À partir de là, lui qui vit avec les joueurs, lui qui tous les jours est parmi eux, lui qui organise les entraînements, qui discute avec la plupart, je lui donne simplement le droit de faire le choix qu'il pense être mais pas vous avez suivi le football depuis très longtemps. Vous vous rappelez de Goethals, qui a entraîné l'équipe de Marseille et qui a gagné le Champions League. Mais nous nous sommes rendus compte qu'Aliou a de la volonté. C'est un garçon qui a mis de la discipline dans la tanière, qui est rigoureux dans le choix des hommes. Mais pensez-vous qu'il a suffisamment de savoir pour effectivement trouver les solutions qui se posent à lui pendant les compétitions? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il a le sens du métier, véritablement. Qu'il connaît le métier, il est en train d'apprendre. Qu'il connaît le métier et qu'il l'a appris. Et je dirais simplement à ceux qui douteraient un peu de de la condition qui est la sienne, que Didier Deschamps, qui est aujourd'hui champion du monde, a quitté les rangs de joueurs pour devenir aussitôt entraîneur. Je ne pense pas qu'il ait subi, ou en tout cas qu'on l'ait critiqué, qu'on ait mis en relief, je dirais. Mais avant d'avoir l'équipe nationale, il a entraîné des clubs. Il a amené Monaco en finale. La Juventus qui était en deuxième division et qu'il a ramené. Vous l'avez pris en tant qu'entraîneur à Marseille. Et il a été champion. D'accord, mais il a fait des résultats. Mais amener déjà un club en Champions League, il faut à mon sens, être confirmé. Un entraîneur qui ne serait pas expérimenté, ou en tout cas qui ne connaîtrait pas son métier. Il a appris à être entraîneur avec les clubs. Il a appris. Moi, je parle de ça. Il a une expérience qu'il a eue au cours des équipes qu'il a eu à entraîner. Ben non. Dans la mesure où, de toute façon, ces clubs, c'était de grands clubs et il les a entraînés aussitôt. À ce que je sache, Didier Deschamps n'a pas commencé à entraîner en 4e division, ou en 3e division, ou en 2e division. Il a immédiatement pris les rênes de grands clubs et il a fait de ces clubs-là, je dirais, quasiment des champions. Donc on ne peut pas à son endroit parler d'inexpérience. Pourquoi parlerait-on, je pense, d'inexpérience à la place de Aliou Cissé? Moi je pense que Aliou Cissé, il a un défaut. C'est celui de se situer à la place où les critiques fusent quand les choses ne vont pas, à la place de l'entraîneur. Voilà le défaut d'Aliou Cissé, c'est d'être entraîneur. Et quand on est entraîneur, malheureusement, on est aussi en même temps un bouc émissaire. Parce qu'on ne peut pas se séparer de 12 joueurs, on ne peut pas se séparer de 24 joueurs. Mais on peut se séparer d'un entraîneur. Puisque quand ça ne va pas, quand ça va bien, les dirigeants bombent le torse. Quand ça ne va pas, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Ils courbent les chines.
Voilà, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Alors, pour en revenir à Aliou Cissé, pour comparer à Deschamps, au moins Deschamps, il a eu à bourlinguer, si on peut parler ainsi. Il a pris des clubs, il a appris avec les clubs, mais pas avec l'équipe nationale de France. Avant d'arriver à l'équipe de France, il avait déjà une certaine expérience, une certaine maturité, comparé à Aliou Cissé, qui, du président de section football de Casa Sport, il est venu directement à passer par les Olympiques et ensuite devenir le coach du Sénégal. Malik, c'est fou quand même de faire de l'expérience ou se faire la main avec des clubs comme Monaco, comme la Juventus et comme l'Olympique de Marseille. Ce sont quand même des équipes de clubs, je dirais, qui ont une dimension nationale, voire internationale. Faire la main dans ces clubs-là, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec, je dirais, quelqu'un qui va commencer à faire ses gammes dans un club de 4e ou de 3e division. Donc on ne peut quand même pas, à propos de Deschamps, parler, je dirais, d'un apprentissage. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'apprentissage de sa part. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Pape, ce que nous voulons dire, c'est qu'il a fait des résultats, comme vous venez de le dire. Parce qu'il a duré dans cette équipe nationale. Depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe nationale, les résultats ont été probants. Le Sénégal est classé première équipe africaine. Le Sénégal a de bons résultats. Certes, nos adversaires ne sont pas parmi les meilleurs, mais les résultats restent les mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en étoffant justement cette direction technique, on serait parvenu justement aux résultats que nous souhaitons? En l'étoffant, ça veut dire quoi? En prenant d'autres entraîneurs à côté de lui? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Étoffer le staff. Puisque nous avons un problème. À chaque fois quand nous... Écoutez, ça peut être tout à fait votre droit de le penser. Bien sûr. Le mien est de penser qu'un entraîneur doit rester un entraîneur. Et c'est lui qui doit choisir. Aussi. Évidemment, entouré de qui? Mais entouré des adjoints qu'il aura choisi. Lui-même. Évidemment, moi je vois mal, je veux dire, aujourd'hui, Aliou Cissé est entouré d'entraîneurs. Mais vous savez, j'ai entendu parfois qu'il faut changer Aliou Cissé. Ok. Supposons qu'on l'ait changé. Non. Est-ce que vous êtes sûr que demain, celui qui va venir va être meilleur que lui? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on le change. Mais je comprends ce que vous dites. Moi, si je suis Aliou Cissé et qu'on m'adjoigne des entraîneurs dits expérimentés ou en tout cas de haut niveau, je m'en irai dans la minute même, dans la seconde même. Je n'aurais absolument plus rien à faire là. Alors, dans ce cas-là, renforçons alors la présidence de la fédération. Renforçons les dirigeants. Quel est le rôle de la direction technique nationale de la France par rapport à l'entraîneur national? La direction technique nationale, d'abord, s'occupe du football national. C'est quelqu'un qui doit organiser le football, sauf qu'en France, il y a un football professionnel qu'on ne connaît pas au Sénégal. Le directeur technique national là-bas, c'est quelqu'un effectivement qui est surdiplômé, qui organise le stage des entraîneurs, qui se mêle effectivement de ce qui se passe dans le football national, mais qui en aucune manière ne viendra trouver l'entraîneur national pour lui dire voilà comment il faut procéder. Absolument pas. Un directeur technique national, c'est celui qui organise le football d'un pays. Mais il n'est pas du tout, je dirais, un entraîneur national bis. Il ne faut quand même pas se tromper. Alors moi j'ai l'impression, c'est un point de vue, qu'Aliou il est esselé, il est seul. Ouais. On a vu en 2013, lorsque le Nigeria a gagné la CAN, au-delà de Stéphane Keshi, il y avait d'anciens internationaux qui étaient autour de lui. Il y avait les Okocha, Makashi, Kanou, entre autres. Mais sur le banc du Sénégal, on voit que Tony Silva, Régis Bogar, qui n'a pas été un grand entraîneur, qui est un formateur. Donc, Aliou est-il esselé pour mener à bien cette équipe nationale du Sénégal? Moi, je ne pense pas du tout qu'il soit esselé. Un entraîneur est toujours un homme seul. Un entraîneur est toujours un homme seul. Et prenons les plus grands entraîneurs du monde. Il n'y en a pas un seul que j'ai vu être, en tout cas, entouré de la manière dont vous le dites. Un entraîneur, c'est un homme seul. C'est ça sa spécificité. Mais Pape, s'il n'arrive pas à trouver, comme je l'ai dit, les solutions qui se posent, et c'est limite à ça? Mais pour le moment... Quel est le secours? Quel est le secours pour justement de trouver les solutions pour avoir les résultats? Deux réponses à ça. Pour le moment, depuis 1960, il est un peu comme les autres, il a fait encore un peu mieux que les autres. Donc on ne peut pas... mais on n'a rien gagné. On ne peut pas le soumettre à la critique. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est que à ce que je sache, Aliou Cissé, il a au-dessus de lui des gens qui, théoriquement, doivent quand même savoir ce qu'il convient de faire. Voilà. Je dis bien au-dessus de lui. Oui, il y a une fédération. C'est ce que nous voulons. C'est cette fédération-là qui doit
de mon point de vue, remplir son rôle pleinement et aider Aliou Cissé à ne pas être seul. Aujourd'hui, Aliou Cissé, oui, je suis d'accord avec vous, il est seul, mais pas de la manière dont vous le dites. Il est seul parce que, précisément, il n'a peut-être pas la direction qui lui conviendrait, la direction qu'il faudrait. Les gens, peut-être, susceptibles, précisément, de lui apporter quelque chose. Et dans cette situation, quelle est la responsabilité des joueurs dans cette situation? Vous savez, une équipe, je l'ai dit, c'est toujours 3 entités. C'est une direction, un staff et des joueurs impliqués. Quand il y a une direction qui fait son métier comme il convient, l'entraîneur fera le sien et les joueurs aussi le leur. Ce n'est pas tout à fait le cas au Sénégal. Du tout. Le Sénégal, aujourd'hui, le vrai problème, comme je l'ai dit, est que les joueurs, les joueurs et l'entraîneur sont livrés à eux-mêmes. Et le vrai problème du Sénégal, il est là. Je suis persuadé que de cette équipe-là, dont nous parlons, cette équipe qui a été à la dernière CAN, je suis sûr qu'à la tête de la délégation, un homme comme Souris peut déjà changer les choses. J'en suis convaincu. Mais c'est un problème d'homme pour vous? À mon avis, oui, c'est un problème d'homme. C'est un problème, je dirais, d'une direction forte. Seule une direction forte peut effectivement amener une équipe à devenir forte. Prenez l'Olympique lyonnais. Sans Aulas, Lyon est peut-être aujourd'hui en deuxième division. En deuxième division, oui. Sans Aulas, il est en deuxième division. Peut-être que l'OL est en deuxième division, sans Aulas. Mais à chaque fois qu'il s'est agi de résoudre des problèmes, Aulas a été présent. Mais c'est parce que Aulas, tout simplement, s'immisce dans les problèmes techniques de Lyon? Non, pas forcément. Mais celui qui choisit, celui qui démet. Si les supérieurs d'Aliou Cissé pensent qu'ils doivent s'investir et je dirais dans les problèmes techniques, qu'ils le fassent. Mais puisque nous avons remarqué dans cette équipe nationale qu'il y a des anciens joueurs qui ont fait les compétitions internationales, qui ont fait toute la pratique sportive dans des clubs qui sont soit dans la ligue professionnelle, soit dans le bureau exécutif. Mais ces gens-là ne peuvent-ils pas apporter quelque chose justement à cette équipe nationale? Il faut me citer des noms. Mais je parle de Chersek. Non, mais attendez. Moi ce que je qui est vice-président chargé des équipes nationales. Mais attendez, vous savez... Je parle de CRC, qui est vice-président, qui a joué au football, qui est président des clubs. Vous savez, le problème du football, c'est quoi? Ce n'est pas comme les mathématiques. Ce n'est pas 1 + 1 = 2 en football. S'il fallait écouter tout le monde... Non, pas tout le monde. Non, c'est ce que j'entends toujours au Sénégal. Il faut que Aliou Cissé écoute tout le monde. S'il écoute tout le monde, il gagnerait. Non, pas tout le monde. Il écouterait qui? Chersek, il écouterait... Je parle de personnes qui sont dans la direction, puisque vous avez dit tout à l'heure que la fédération doit parfois mettre l'entraîneur, je ne sais pas, sur la bonne voie. Et pour cela, il faudrait des gens qui ont joué au football. Ce genre de choses-là, cela ne se fait pas en occase, cela ne se fait pas, je dirais, avec la force. Cela se fait par l'autorité naturelle qu'on peut dégager. Un entraîneur se soumet à l'autorité naturelle de son supérieur. Et tant que l'affaire ne se passe pas de cette manière-là, il ne faut pas du tout compter que l'entraîneur, je veux dire, puisse écouter. Est-ce que vous exerciez cette autorité naturelle quand vous étiez président de l'Olympique de Marseille? Je pense, ma modestie en Souvetel, mais oui, c'était certainement. Sur les choix, sur tout. Moi, de toute façon, avant chaque match, je veux dire, dans mon bureau, je citerai le dernier entraîneur que j'ai eu, Guéret, il venait s'asseoir avec moi, on discutait. C'était pour être informé. Pour être informé et pour recueillir aussi mon avis, ce que je pensais. Mais qui n'était jamais, je dirais, des ordres. Mais c'était simplement une manière, pour moi, de lui montrer que je pensais peut-être différemment, que voilà, c'était tout. Mais oui, cette autorité-là, j'ai fait en sorte de l'exercer. Même sur le choix des joueurs, Non, le choix des joueurs, ça, c'est un problème d'entraîneur. Je donnerai mon avis, peut-être. Mais en donnant mon avis, je peux aussi me mêler du choix des joueurs. C'est possible. Ouais. C'est possible. Je donnerai un exemple. Lorsque nous avons joué le titre contre Bordeaux, que nous avons joué à Lorient, nous avons gagné. C'était Zenden qui était l'arrière gauche. À table, je discutais avec Guéret et je lui ai dit, je ne sais pas si Zenden est le bon arrière gauche. Et que pour aller jouer à Lille, puisqu'on devait jouer à Lille 3 jours après, je lui ai dit, moi, j'aurais mis simplement quelqu'un d'autre qui soit beaucoup plus arrière. Et Zenden, peut-être que je le mettrais un peu devant. Il m'a écouté. Il a voulu faire il a fait exactement ce que je lui ai dit. Nous avons gagné à Lille. C'était mon avis. Je lui ai donné mon avis. Mais il aurait pu tout à fait maintenir Zenden.
Il aurait pu. Alors, pour en revenir à l'équipe nationale du Sénégal, nous avons vu au cours de cette CAN Aliou a beaucoup misé sur la polyvalence. Au moment où il y avait des joueurs, des défenseurs type, je prends l'exemple de Pape Abdou Cissé, qui joue à Olympiakos, qui joue en Grèce, et qui a été défenseur, mais qui n'a pas eu la chance de jouer. Au moment où, lui, il comptait sur la polyvalence de Cheikhou Kouyaté et de Salif Sané. Cela également a beaucoup créé des problèmes, notamment sur le placement, sur le repositionnement et surtout sur certaines actions, notamment le but sénégalais que nous avons pris contre l'Algérie. Mais vous savez, avant la compétition, si j'ai bonne mémoire, tous les observateurs s'accordaient pour dire qu'il fallait impérativement que le Sénégal atteigne la finale. Et que sans la finale, on parlerait d'échec. Or, voilà le Sénégal quand même qui a atteint la finale. Donc, on ne peut pas parler d'échec, à vrai dire. Mais tu l'as abordé avec suffisance. Non, mais attends. Oui, non, mais on ne peut pas parler d'échec. D'accord. Si, effectivement. Mais tu l'as abordé avec suffisance. Arrivé en finale, c'était le. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. La performance. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que moi, sur le choix des hommes, je m'interdis complètement tout commentaire. Pourquoi? Mais parce que je pars du principe, je le redis, que nul, pas vous, Malik, plus que moi, nous sommes plus désireux de gagner qu'Aliou Cissé. Je pense qu'Aliou Cissé aurait été ravi, lui aussi, de gagner, de la même manière que vous. Vous savez, lorsque j'étais président, je prenais ce qui n'a peut-être rien à voir avec le technique, mais pourquoi je m'interdis aujourd'hui de critiquer les dirigeants qui sont à la tête du club de Marseille? Parce que lorsque j'étais président, je prenais des décisions qui n'étaient pas connues du public, qui étaient adossés sur des éléments qui n'étaient pas connus de tout le monde. Et j'étais l'objet de critiques ou parfois d'interprétations. Alors je pars toujours du principe que ceux qui vivent la situation au quotidien, ceux qui vivent concrètement une situation, peuvent prendre des décisions qui ne nous sont pas connues. C'est pourquoi je ne me permettrai pas de critiquer un entraîneur, d'autant moins qu'un entraîneur, c'est celui qui vit avec les joueurs, c'est celui qui s'entraîne tous les jours avec les joueurs, c'est celui qui échange avec les joueurs, c'est celui qui mesure leur état de forme. Alors oui, mais le football a ceci de particulier aussi, qu'il nous permet à nous tous de donner notre avis. Et c'est vrai. Alors, au cours de cette CAN, on a vu des équipes qui sont émergées. Nous pouvons parler du Bénin, Madagascar, entre autres. Alors, est-ce que on peut dire que la CAN à 24 équipes a été vraiment une bonne chose parce que ça a permis de voir certaines équipes émerger? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que cette CAN n'a prouvé rien d'autre qu'un certain nivellement de valeur du football africain. Il y a un vrai nivellement, et non pas par le milieu, mais même par le bas. Puisque quand toutes les équipes jouent de la même manière, quand toutes les équipes veulent atteindre les objectifs en utilisant les mêmes moyens, les choses se paupérisent. Et on l'a vu. On a vu que aussi bien Madagascar, aussi bien Bénin, des petites nations, a priori, ont quasiment joué d'égal à égal avec les grosses écuries. Cela démontre précisément que le football africain, à l'instar d'ailleurs du football mondial, a perdu de ce qu'il avait de spontanéité, de ce qu'il avait, je dirais, de valeureux, pour s'appauvrir. Et aujourd'hui, moi, je suis de ceux qui pensent que 24 équipes, ce n'est qu'une mesure électoraliste prise par les dirigeants de la CAF, rien d'autre que ça, puisque, qu'on le veuille ou pas, citément, à part les pays arabes et l'Afrique du Sud, un seul pays en Afrique susceptible d'organiser une compétition à 24 nations. Il n'y en a pas. Alors donc, ce que je dis, c'est vraiment une mesure, je dirais, électoraliste. C'est une mesure, je dirais, qui ne repose sur aucune réalité et que cela a donné ce qu'on a vu, une Coupe d'Afrique des Nations plutôt pauvre. Plutôt pauvre, mais avec des équipes qui sont émergées. Oui. Ces équipes qui ont émergé, pourquoi dire que ces équipes ont émergé? Pourquoi ne pas dire que l'ensemble des équipes plutôt est tombé bas? On peut penser ça aussi. Émerger, oui. Quand il y a une émergence, ça veut dire qu'autour, les choses progressent aussi. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Quand des nations, ou de très grandes nations de football, toutes, quasiment, ont perdu de leur superbe et de leur football au détriment, au bénéfice, je dirais, de certaines petites nations, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que direz-vous de l'arbitrage au cours de cette CAN? L'arbitrage, il est au niveau du football africain, c'est-à-dire que l'arbitrage a eu des erreurs, l'arbitrage a connu aussi des moments de grâce. Moi, la chose que je n'ai pas comprise,
c'est précisément l'introduction de la VAR. En quart de finale. Non pas au début de la compétition, mais en quart de finale. Où on introduit la VAR au tout début de la compétition et que tout le monde, je dirais, soit logé à la même enseigne, ou on ne l'introduit pas du tout. Ça montre de toute façon les grosses carences qu'a traîné la CAF, sans parler, je dirais, de cette tutelle aujourd'hui. On va y revenir. Justement, de cette tutelle, la CAF est aujourd'hui pratiquement sous tutelle avec Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, et qui est maintenant pratiquement la patronne de la Confédération africaine de football. Alors, peut-on dire aujourd'hui que la CAF est sous tutelle? Évidemment, on ne peut même pas je dirais, hésiter à dire ça. On peut dire ce qu'on veut de Issa Hayatou, mais au moins c'était un patron. Au moins il savait où il allait. Après, évidemment, il a été peut-être trop longtemps à la tête de la Confédération plutôt que de penser à passer la main, à permettre à la Confédération de connaître un souffle nouveau. Mais au moins, c'était un patron. Or, aujourd'hui, la CAF, je dirais, n'est pas du tout dirigée. Elle n'est pas dirigée. Alors, si la FIFA en est arrivée à parler de tutelle, à envoyer quelqu'un pour que tout soit mis sous lumière, que tout soit soumis, je dirais, à vérification. Il y a problème. C'est qu'il y a véritablement un problème. Véritablement, il y a un problème. J'appelle que notre invité aujourd'hui, Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, journaliste sportif et consultant. Alors, Pape, nous avons parlé de cette Confédération africaine de football. Alors, est-ce que Fatma Samoura pourra réussir cette mission? Est-ce qu'elle réussira? Je ne sais pas. D'abord, ça dépend ce qu'elle trouvera. Parce que je ne sais pas du tout aujourd'hui ce que cache réellement, je dirais, les caisses ou en tout cas, je dirais, le fonctionnement de la CAF. Je ne sais pas. Alors, on verra bien. Elle nous le dira. En tout état de cause, on saura. Mais ce qui est certain, c'est je souhaite en tout cas au football africain de changer très rapidement de président, puisque celui qui est là actuellement n'est sans doute pas là pour le développement du football. Donc il serait un président par défaut? À mon avis, complètement, totalement. Et pourtant, lui, Ahmad a été avec Gianni Infantino. Pratiquement, c'est Gianni et autres qui l'ont aidé à prendre cette Confédération africaine de football. C'est moins Gianni que peut-être les Marocains. Parce que les Marocains... C'est pourquoi ils sont devenus très puissants au niveau de la CAF. Je l'avais dit et j'avais gêné quand j'avais dit que c'était une marionnette, que c'était un pantin. Oui, c'est vrai que j'avais dérangé, j'avais gêné. Mais aujourd'hui, tout le monde me donne quasiment raison. Les gens me donnent raison. La réalité est là, c'était plutôt les Marocains qui pensaient précisément le mettre à la tête de la Confédération et qu'ils soient en mesure de l'utiliser. C'est un peu ce qu'ils ont voulu faire. Nous avons remarqué aussi qu'il y a eu problème entre une équipe marocaine et une équipe tunisienne pour la finale de la Ligue africaine des champions. Finalement, le TAS a encore tranché. Malgré le forcing des Marocains, la CAF a maintenu la victoire de l'équipe tunisienne au cours de cette finale. C'est pas la CAF qui l'a maintenue, c'est le TAS. C'est le TAS. Et par ricochet, la FIFA qui a imposé, je dirais, que les choses soient... La FIFA. Soit en tout cas, évidemment, la FIFA qui a imposé à ce que le résultat acquis sur le terrain soit maintenu. Souvenez-vous, la CAF avait pris une autre décision. La décision de la CAF était quoi? De faire rejouer le match. La finale, oui. Malheureusement pour elle, je dirais l'instance suprême a pensé qu'il ne fallait peut-être pas commettre cette bévue. Je ne suis pas en train de dire que les Tunisiens ont mérité leur victoire. Peut-être que la CAF était dans son droit, mais en tout cas, elle a montré que simplement, je dirais que c'est une instance d'enregistrement et non plus une instance de décision. La présence de Fatma Samoura. Fatma Samoura. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter au football sénégalais, particulièrement au football africain? C'est pas une présidence. Samoura est plutôt secrétaire général, c'est vrai, de la FIFA. Général. Je pense que l'expérience qu'elle a acquise dans les organismes internationaux ont conduit le président de la FIFA à la placer auprès d'elle. Parce que c'est vrai que c'est une femme valeureuse, c'est une femme qui connaît, et puis surtout, en cette période où effectivement on cherche ici ou là à valoriser les femmes, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire au niveau de la CAF? Ça, c'est autre chose. Comme je l'ai dit, ça dépend de ce qu'elle va trouver dans le fonctionnement de la CAF. Je suis persuadé, moi en tout cas, qu'elle ne trouvera pas que du bon. Voilà. Pablay, nous allons prendre une petite pause publicitaire. Ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Pyrovalda.
Val d'Afrique ak Piro Valda ñoo leen di may seen émission Rétro Sport. Voilà, je rappelle que notre invité aujourd'hui Pape Diouf, ancien président olympique de Marseille, journaliste sportif, consultant également. Alors, Pape, nous avons parlé de la Confédération africaine de football, mais également nous allons parler par ricochet de la FIFA, la fédération mondiale qui gère tout le football mondial. Alors, on a vu que sur le plan des retombées des compétitions mondiales, il y a eu des avancées qui ont été notées. Peut-on dire que Gianni a respecté ses promesses de campagne sur ce point précis? Mais écoutez, la FIFA a connu d'énormes problèmes avec Blatter. La FIFA semblait être promise à Michel Platini. Gianni était précisément, j'allais dire, son conseiller, son second. Moins que conseiller, son second. Moi, je l'ai connu, Gianni. Je faisais partie du G14, c'est-à-dire, en fait, la réunion des plus grands clubs européens dont j'ai fait partie. C'est lui qui, précisément, sur le plan administratif, légiférait les travaux que nous menions. C'est un garçon que j'ai connu donc à l'UEFA, très gentil. C'est un garçon que je connais très bien et qui a essayé en tout cas de dépoussiérer l'instance. Forcément, il y a des choses qui vont moins bien, certaines promesses qui ont été faites, puisque pour être président de la FIFA, il faut impérativement et nécessairement faire certaines promesses. Il a fait certaines promesses, mais dans l'ensemble... Qui ne sont pas toutes tenues. Qui ne sont pas, évidemment qu'on ne peut pas tenir toutes les promesses qu'on fait, toutes les promesses ne sont pas tenues, mais bon, il essaie en tout cas autant bien que mal de conduire l'instance dans ce qu'elle peut avoir de mieux. Donc je pense que Gianni est quelqu'un qui, si on en croit ce que dit effectivement Michel Platini, n'est rien d'autre qu'un usurpateur. Mais quand on veut regarder quand même ce qu'il fait, bon, oui, pourquoi pas. Il a soutenu Platini pendant les moments de... C'est ce qu'on dit, mais c'est pas ce que Platini dit. Michel Platini laisse entendre. Mais c'est quand justement la candidature de Michel n'était pas entérinée, il ne voudrait pas que l'UEFA perde justement ce poste. Et il a été candidat à partir du moment où Platini était déjà dégagé. C'est la bonne raison. Mais dans le fond, vous savez, quand il y a des querelles de cette nature, seuls les protagonistes sont en mesure de dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'était dit entre Platini et Infantino, il n'y a que eux deux qui le savent. Et si Michel Platini a pris la position qu'il a prise, s'il a été, je dirais, assez acerbe dans ses critiques vis-à-vis d'Infantino, peut-être qu'il a des raisons. Mais c'est parce que justement, comme vous avez dit tout à l'heure, pour Platini, le poste lui était prédestiné. Absolument. Sur quelle base Platini pour se prévaloir de ça, de cette faveur? Évidemment, pas de manière, je dirais, juridique ou de manière héréditaire, mais simplement Platini à la tête de l'UEFA, c'était une des grandes personnalités, je dirais, du football européen et même mondial. Mais pas forcément le meilleur président. Peut-être, oui. Bon, on sait que sur le plan purement technique, Platini n'était pas, je dirais, le numéro 1 de l'UEFA. C'est ça. Infantino était, par exemple, avant lui sur ce plan-là. Général. On sait aussi que Platini, de ce point de vue-là, n'était quand même pas celui qui, je dirais, préparait les projets d'ordre technique, évidemment. Mais il avait, c'est vrai, le sens politique. Et la personnalité. La personnalité, la carrière et la carrière. Blatter avait fait de lui donc son dauphin, même si Blatter est un vieux singe qui fait, c'est vrai, des grimaces. C'est un vieux loup. Selon l'endroit où il est, il peut changer de grimace, c'est vrai. Un vieux routier. C'est un vieux routier. Bon, c'est seulement à cet égard-là, mais c'est vrai que ce n'était pas héréditaire. Il n'y avait rien, je disais. Mais ils se sont donné des coups simultanément. Platini et Blatter. Ils se sont donné des coups. Oh non, mais ça, c'est un peu la légende quand même. Platini n'avait pas soutenu Blatter lors de l'élection de la présidence de la FIFA. Oui, il n'avait pas soutenu. Non, mais évidemment, oui. Et Blatter a dit qu'il lui avait promis de le soutenir. Oui, mais en ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu les problèmes qui ont précisément amené Blatter à bien sûr, l'échec. Et peut-être l'erreur de Platini a été de s'impliquer totalement dans cette campagne et de donner l'occasion à Blatter de sortir, comme on dirait, de l'intérêt.
ses petits cafards aussi. Ah ouais, de l'intérêt. Alors, mais on voit que, Pape, depuis l'avènement de Gianni Infantino, on n'entend plus ces problèmes liés à la gestion au niveau de la FIFA. Au moins, cette question a été réglée. Bah, pour le moment. Heureusement que ça a été réglé, parce que pour le moment, j'ai dit c'est un peu à cause de ça que Blatter est parti. Si lui-même, il commençait à recommettre les mêmes erreurs que Blatter, on peut se demander dans quel monde on vit. Évidemment qu'aujourd'hui, il y a au sein de la FIFA, je dirais, une légifération, une manière différente, je dirais, de gérer les affaires, forcément, oui. Mais Pape, il y a aussi Diagne Ndiaye, ce Sénégalais dont on parle souvent dans des instances du sport mondial. Pour vous, quel est le rôle de Diagne justement au niveau du CEO et même au niveau du sport mondial, puisqu'on parle souvent de lui. Il a des relations étroites avec les grands dirigeants. Il est souvent au Sénégal. Les Jeux Olympiques de la jeunesse de 1922, on parle de lui. On l'a vu avec le président de la République lors justement de cette rencontre pour ces Jeux. Selon vous, quel est le rôle de Diagne? Là, je vais avoir presque l'honnêteté de vous dire que vous me posez une colle, parce que Diagne Ndiaye, je le connais bien et c'est un ami. Donc, je ne vais pas ici, je dirais, porter un jugement sur ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Vous l'avez dit vous-même. Oui, c'est quelqu'un qui est très introduit dans les sphères mondiales. C'est quelqu'un qui a un très bon carnet. C'est quelqu'un qui connaît le sport et qui, me semble-t-il, fait ce qu'il doit faire. Maintenant, souffrez que je n'en dise pas plus. Okay. Alors, nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Quelle lecture faites-vous de ces résultats de début de saison? La situation actuelle de l'Olympique de Marseille. Ça vous fait mal, Président? Évidemment que ça me fait mal, puisque je suis, comme je dis toujours, redevenu un supporter de base. Supporter de base, pourquoi? Évidemment, parce que je ne suis pas dans les affaires. Parce que ce n'est pas moi qui conduis la politique de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas moi qui effectue, les opérations devant être conduites. Ce n'est pas moi. Moi, je suis simplement un supporter qui regarde, qui écoute, qui ne juge pas forcément les dirigeants, puisque je ne sais pas toujours sur quoi ils adossent leurs décisions. Maintenant, la chose que je peux dire, c'est que l'Olympique de Marseille est un des plus grands clubs français, peut-être le plus grand sur le plan historique. C'est un club qui connaît des cycles, parfois des cycles plutôt bien, parfois des cycles moins bien. Aujourd'hui, on ne peut quand même pas dire que le club marche très bien. Espérons que avec cette nouvelle saison, les résultats seront bien meilleurs que ce qu'ils furent la saison dernière. Mais c'est vrai que l'Olympique de Marseille n'est pas aujourd'hui l'OM que on aime en France, l'OM qu'on aime même en Afrique. Qu'est-ce qui manque à l'Olympique de Marseille? Mais là aussi, je pense qu'il manque peut-être une direction capable de conduire le club là où il faut. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Une des erreurs, je vous en citerai seulement une. Quand j'entends que le club de Marseille a choisi Zubizarreta comme directeur technique et qu'on m'ait posé la question, la première chose que j'avais dite, c'était de dire que c'était une mauvaise initiative. Évidemment, les gens étaient éberlués d'entendre ça, mais Zubizarreta a toujours été au Barcelone. Zubizarreta a toujours été un homme qui savait jouer avec le chéquier du FC Barcelone. Zubizarreta n'a eu de relation réelle qu'avec les grands joueurs européens. Faire de lui le directeur technique à l'Olympique de Marseille, le directeur sportif, je pense que c'est comme donner un couteau, je dirais, à un poisson. Parce qu'il n'a pas l'habitude, précisément, de fouiller dans les 4e, 3e et 2e divisions des joueurs qui auraient l'allure d'un Valbuena que nous avons su prendre, l'allure d'un Caboret que nous sommes allés chercher. Nous avons à l'époque pris des joueurs, je dirais, avec un directeur sportif qui n'était pas Zubizarreta, qui a su aller chercher des joueurs, je dirais, qui nous ont permis précisément d'être représentatifs. Alors, Zubizarreta, peut-être que à Paris, il ferait un excellent directeur sportif, puisque là, il y a des moyens, mais pas l'Olympique de Marseille. Donc, il y a des erreurs fondamentales qui ont été, à mon sens, commises à l'Olympique de Marseille, et qu'aujourd'hui, on continue encore à les payer. Cependant, la nouvelle saison démarre à peine. L'équipe ne compte qu'un point. On verra. Les choses peuvent changer aussi. Et l'éternel rival de Marseille, le Paris Saint-Germain également, qui est à 2 victoires, une défaite, en difficulté avec le feuilleton Neymar.
Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? D'abord, moi, le Paris Saint-Germain est une équipe, c'est vrai que je ne porte pas dans le cœur, et ça les gens le savent. C'est le rival de l'Olympique de Marseille. Vous êtes Marseille. Parce que je suis dans cette rivalité extrême entre Marseille et Paris. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, et j'ai eu à dire que le seul club en France pour lequel je ne pourrais jamais travailler, c'est le PSG. Mais aujourd'hui encore pire, parce que le PSG est aussi, disons-le, le seul club au monde dont l'actionnaire principal est un État, en l'occurrence le Qatar. Même Manchester City, avec le Cheikh Mansour, n'est pas dans ce cas-là, parce que le Cheikh Mansour a investi à titre privé. Alors que le Paris Saint-Germain est le seul club véritablement qui a un actionnaire d'État. Alors, on m'a dit un jour, vous êtes jaloux de dire ça. Peut-être. Alors j'ai dit, imaginez demain que le président de la Corée du Nord vienne à Marseille pour devenir l'actionnaire. Que diriez-vous? Au lieu de jeter des bombes, peut-être vous pouvez en jeter. Mais quand il jettera une bombe, comme on le critique, il va prendre en même temps Messi et Ronaldo, on ne dira plus rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Qatar. Quand on prend des joueurs comme Neymar ou les joueurs qu'on prend, géopolitiquement, on ne parle plus du tout des problèmes que le Qatar connaît. C'est une question donc de marketing. À mon avis, aujourd'hui, ce qui se passe au Paris Saint-Germain, moi, ça me gêne un peu. Moi, ça me gêne. Voilà. Et le problème du Paris Saint-Germain, puisqu'on en parle, est précisément que cette équipe-là, ce club-là, a peut-être manqué d'une direction à la lyonnaise pour prétendre gagner la Champions League. Pourtant, le Paris a fait de grands recrutements, les Neymar sont venus, l'équipe a été renforcée, qui peut monter entre autres, mais jusqu'à présent... mais le directeur sportif a été remplacé. Mais chaque fois, le Paris s'arrête en huitième de finale. Donc, Neymar, est-ce que peut-on dire que Neymar a apporté un plus à cette équipe du Paris Saint-Germain? Voilà que 2 saisons de suite, au moment crucial, il s'est blessé. Voilà. Donc, une coïncidence hasardeuse. Toujours. Dans les coulisses, je veux dire, ce qui est dit à son égard n'est pas forcément très flatteur. Alors, oui, ceux qui aiment bien Neymar diront peut-être que Neymar, il le faut au PSG. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vu l'apport réel de Neymar. Sauf sur le plan marketing. Avec la vente des moyens qui a connu une hausse, ainsi de suite, entre autres. Oui, une hausse, mais qui ne comble quand même pas les 220 millions d'euros de son prix. Ouais. Alors, Pape, nous allons parler un peu des transferts des joueurs sénégalais. Certainement, vous n'êtes plus agent, mais vous suivez certainement le mouvement des joueurs sénégalais. Ismaïla Sarr a été transféré à Watford, Idrissa Gana Gueye au Paris Saint-Germain, Sadio Mané a été à un moment annoncé au niveau au Real Madrid. Le mouvement des joueurs sénégalais, cela vous inspire quoi? Mais ça inspire d'abord que les joueurs sénégalais ont véritablement la cote sur le marché. C'est la première chose qu'il faut dire. Parce que tous ces joueurs que vous avez cités, puisque un Koulibaly aurait pu lui aussi être l'objet d'un transfert. C'est comme s'il ne voulait pas partir. Voilà. Mais en tout cas, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui intègre un joueur. Moi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas jouer les grands rôles à travers les grandes équipes. Je ne sais pas, parce que ça dépend aussi de son club. Ça dépend de ce qu'il a dans son club. Ça dépend si son club veut le laisser partir ou pas. Je pense que les joueurs sénégalais, de par les transferts dont ils ont été l'objet, montrent en tout cas leur qualité et leur valeur. Alors, cela avive évidemment nos regrets. Pour la dernière CAN. On se dit, quand on a des joueurs de cette trempe. Malheureusement, il n'a pas joué la finale. Comment? Malheureusement, il n'a pas joué la finale. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas joué la finale. C'est malheureux aussi. Mais en tout cas, on avait quand même ces joueurs-là dans notre effectif. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça? Ça montre d'abord, tout simplement, que les joueurs sénégalais sont très prisés sur le marché. Alors, vous suivez très bien l'actualité internationale, surtout le football. Qu'est-ce que les équipes sénégalaises, les clubs formateurs gagnent dans ces transferts? Nous prenons l'exemple seulement de Ghana, qui a quitté Djambar, qui a fait Lille, Aston Villa, Everton et finalement Paris Saint-Germain. Mais moi, de ce point de vue-là, je crois qu'il revient à chaque club de savoir ce qu'il gagne ou pas. Il revient à chaque club de faire en sorte de signer des contrats de manière à pouvoir exercer, j'allais presque dire, un droit de suite. Si vous ne le faites pas, si vous vendez un des joueurs à un club et que ce club-là, que vous vous arrêtez simplement à la vente du club, évidemment que vous semblez être un perdant. Mais si, je dis n'importe quoi, vous vendez un joueur et vous demandez au club acheteur que à tout moment, dans tous les transferts, en tout cas, vous êtes intéressé à 5% ou 10%, oui, vous êtes gagnant.
Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à obtenir des clubs. Sauf que si vous avez un joueur de très grande qualité, vous êtes en mesure de l'imposer. Mais c'est un peu difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que les clubs, en général, exercent des chantages sur les clubs africains. Je soupçonne certains clubs européens qui diraient simplement, écoutez, s'il s'agit de ça, arrêtons la transaction. Et comme les clubs africains ont en général besoin de ces liquidités-là, ils finissent par accepter. Alors, est-ce que, Pape, c'est l'occasion également de parler des agents de jour qui deviennent de plus en plus nombreux? Quelle lecture vous en faites, surtout ici au Sénégal? Certains agents véreux font miroiter au père de famille des lendemains meilleurs pour les enfants. Finalement, en Europe, c'est des situations extrêmement difficiles. Ne les appelez pas des agents. Ce ne sont pas des agents, ce sont des escrocs. Quand quelqu'un vient dans ce pays et demande le moindre petit franc à des parents pour amener les enfants en Europe, c'est un escroc, ce n'est pas un agent. Parce qu'un véritable agent, toujours, cherche d'abord un club qui prend en charge tous les frais, ou lui-même, il se charge d'amener le garçon par ses propres moyens. Donc, quelqu'un qui vient et qui se présente comme agent, mais qui dit à un parent, bon, vous me donnez tant, ou vous achetez le billet, il ne faut pas du tout se fier. Il faut dire niet. Voilà. Donc le métier a été dévalorisé actuellement. Le métier d'agent a été dévalorisé. Non, ça a été dévalorisé, mais écoutez, votre métier de journaliste aussi a été dévalorisé. Bien sûr. Il paraît que maintenant tout le monde est journaliste. Bien sûr. Mais voilà, c'est un peu pareil. Évidemment, après, il faut simplement savoir à qui il faut s'adresser quand on parle à des journalistes. Il faut savoir à qui s'adresser quand on parle à des agents. C'est un peu le problème. Tous les métiers peuvent être dévalorisés. Selon que, je veux dire, l'attention n'est pas soutenue lorsqu'on s'adresse à ce métier-là. En tout cas, un jeune que vous avez formé, Thierno Seydi, fait énormément satisfaction au peuple sénégalais. Il a réussi à placer pas mal de jours. Qu'est-ce que vous en dites sur le cas Thierno? Je pense que Thierno, comme Etienne Mendy, il faut le dire, sont des garçons qui ont longtemps travaillé avec moi, qui avaient épousé certains tics et réflexes qui étaient les miens, et qui ont su voler aussi de leurs propres ailes. Évidemment qu'aujourd'hui, je suis très loin de ce qu'ils font. Je ne suis ni leur conseiller, ni leur directeur de conscience. Je suis leur ami, avec qui ils discutent par moments. Je peux leur dire ce que je pense s'ils me demandent un avis. Mais jusqu'à présent, ils ne m'ont pas demandé un avis technique, je dirais, sur le transfert d'un joueur. Donc, moi, je les regarde de loin et puis je me réjouis de voir quand même qu'ils font leur petit bonhomme de chemin. Et qu'est-ce qu'il faut à un agent? Un carnet? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut à un bon agent? Un bon agent, c'est d'avoir de bons joueurs, c'est tout. De bons joueurs. Et le carnet? Si demain, vous me dites que vous avez Kalidou, vous avez Sadio, vous avez Ousmane Sarr, je vous dis vous êtes un très bon agent parce que le carnet, vous n'avez pas besoin d'avoir, c'est les autres qui viendront vers vous. Mais à part le football, vous aimez aussi d'autres disciplines et particulièrement le basket. Vous avez assisté à l'Afro-Basket, récemment à l'Arena. Qu'est-ce qui vous pousse justement à aller voir ces matchs de basket? Le basket. Parce que le basket est complètement différent du football. Mais comme l'athlétisme. Je suis allé la dernière fois avec vous, c'est vous qui m'avez même amené là-bas. Mais comme vous avez remarqué, j'ai eu trop de problèmes, puisqu'il y a trop de paniers. Pour quelqu'un comme moi, c'est un peu compliqué. Et ça ne vous dérange pas pas du tout. De vivre cette situation, moi, ce stress? Moi, j'ai un peu fait partie de cette génération de jeunes Sénégalais qui étaient des omnisportifs. Ouais. Il y en avait quelques-uns, notamment à Gorée, qui faisaient la natation, le basket, du football et tout. Ouais. Pas seulement le Mingom, Jean Diop aussi. Bien sûr, Jean Diop. Et nous, dans le quartier où on habitait à la Sikafane, que de toute façon vous connaissez, nous jouions à tout. Ouais. Aussi bien au basket, aussi bien au football, aussi bien au handball. Bon. Et cela m'est resté. D'ailleurs, en tant que journaliste, la première chose que j'ai faite, lorsque j'étais journaliste, c'était d'écrire sur le basket. Moi, j'ai longtemps écrit dans la Marseillaise sur le basket, pendant au moins 1 an. La discipline qui m'a été, à laquelle j'ai été affecté, c'était le basketball. Donc, j'ai écrit sur le basket. Et le basket est resté pour moi, je ne dirais pas un sport de prédilection, mais un sport que j'affectionne, que j'aime beaucoup, tout comme l'athlétisme. Et finalement, également, au basket, on a perdu la finale également à domicile.
On perd également face on peut le regretter. Oui. Mais à vrai dire, là aussi, le Nigeria quand on a suivi la compétition de bout en bout, le Nigeria avait quand même démontré une supériorité plus grande que l'équipe du Sénégal. Le Sénégal pouvait gagner parce qu'il jouait chez lui, parce que le public lui était acquis, mais réellement, le Nigeria a quand même semblé être supérieur. Mais on peut faire la même critique au coach Cheikh Sarr qui n'a pas su régler les équations technico-tactiques posées par le coach du Nigeria également. Moi, ce qui me plaît au Sénégal, ce qui fait que j'aime beaucoup ce pays-là, c'est que tout le monde est spécialiste. On est spécialiste en tout, en football, en basket et partout. Et les raisons qu'on avance souvent, ce sont des raisons tactiques. Les raisons sur lesquelles personne ne peut vous prendre en contradiction. Voilà. Et c'est ce qui fait que, mais ce qui m'amène aussi à penser que c'est vrai, pour parler de football, que le football a ceci de particulier. C'est pourquoi je ne suis pas du tout contre les critiques qui sont proférées. Tout le monde peut en parler. Tout le monde. Après un match de football, on peut ramasser 4 personnes dans la rue, les mettre autour d'une table, en faire des consultants, ils en parleront. Avec des arguments à l'appui. Avec des arguments à l'appui. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en cas de récession économique, ce qui n'est pas tout à fait le cas en cas d'inflation, ce qui n'est pas tout à fait un cas de réduction de budget. Évidemment, là, bon, ils ne diront rien. Mais le football, je vais vous dire, on nous prend tous les 3, après un match, on nous met autour d'une table, on va être des consultants avisés. Mais je crois qu'on peut ouvrir le micro pour permettre aux auditeurs justement de poser des questions au 88 628 98 98. Je rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Pape Diouf, oui, ancien président de Marseille, consultant international. Sur le 88 628 98 98. Alors, on a évoqué beaucoup de sujets. On a évoqué la CAN 2019. On a évoqué également la situation du football mondial, notamment ce qui se passe à la CAF, à la FIFA, mais également d'autres sujets. Alors, Pape, est-ce que vous êtes intéressé par une responsabilité sportive ici au Sénégal? Non. Pourquoi? Non, avec tout le vécu, toute l'expérience, les gens aimeraient bien vous voir. Non, parce que vous pouvez apporter au Sénégal. Parce que d'abord, la réalité est que je ne vis pas au Sénégal depuis des décennies. Mais vous êtes fréquent au pays maintenant. Et je suis convaincu qu'il y a dans ce pays des gens de très grande valeur qui s'intéressent à toutes les disciplines. Et que ce serait bien présomptueux de ma part de venir, j'ai eu l'occasion là aussi de le dire, en Tarzan ou en D'Artagnan, et de dire aux gens, poussez-vous, j'arrive. Cependant, je suis celui qui toujours est disposé pour dialoguer, pour discuter, pour échanger. Parce que je pars du principe que c'est dans cet exercice-là qu'on peut peut-être avancer, qu'on peut mettre bout à bout l'expérience des uns et des autres pour essayer de trouver des solutions. Alors, on a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Maaleykum salam. Ça va pas bien, ça va? Ça va très bien. Mamadou Niang. Ex-cheminot. Ouais. maa ngi woote Dakar. sama xol dafa sedd ci Pape Diop di ngeen invité. waaw wallaay maa ngi leen di gërëm leen sant vraiment. jërëjëf. ñaari point rek lay soulever. mooy man yàgg naa topp émission bi ça fait des années. même bu ma rëccee sax direct dama koy déglu. lu ma kontaan ci lu ma tax ma kontaan mooy Pape Diop bi ngeen invité. Pape Diop. comme kenn ren na xam na football. mais ñaar réponse yi ñu ko posé mu sant ko moom ma satisfait parce que man dama doon woote. est-ce que lundi bi ma mën dugg ndax loolu. mu jël ko filmé. mu tontu ma ko loolu moo tax sama ko toog merci beaucoup merci beaucoup. lii lan. muy bëgg maa poser question pourquoi les gens bu ñu ñëwee pour équipe nationale duñu briller. ñu joxoñ entraîneur yi. mën nañu entraîneur. déedéet ku entraîneur. ba pare li mel leen ay exemple. comme Maradona comme. Pelé. Cruyff ak Cruyff. deuxième bi. muy Aliou Cissé bi nga xam ne résultat yi muy def. kenn defu ko fi. kenn defu ko fi. mais li mu def kenn defu ko fi temps bi def kenn defu ko fi moo fi gën a yàgg. léegi nag mu tax réponse yooyu. bu neex certains journalistes. lii du ñu la. non damay nemee certains journalistes yoo xam ne nii du leen neex ndax ñu ngi def nii. parce que li mu def 2 ans yooyu. 2 ans xam nga moo ci gën a yàgg. mais compter 2 ans yi mu def rek. résultat yi indi amul benn entraîneur bu ma ko indi. même si ne Messi bi ñuy wax ne mondial est-ce que moom Sénégal moo qualifié mondial directement.
déedéet. à cause de l'Algérie bu fekkoon Algérie dañ ko dooroon keroog Sénégal door na ba pare di xaar match Algérie. waaw mais loolu ci tournoi bi la bokk. alors ci match yi la bokk. moo la woon Aliou Cissé. qualification bi da koo def à temps. waaw mais nag doucement mon frère. groupe bi ñu mon frère. groupe wax li baax li mu def ba pare. dëgg la. ba pare ñu soog a dégg man li ma méttoon. ci Malick Ndiaye Malick moomu. ndax dañuy ciy dégg Aliou Cissé yow xam nga pas. non du ma critiqué de moi je donne. non dañoo xalaatam rek. non dafa métti woon te il wax. d'accord jërëjëf. merci da ngay wax li baax li mu def ba pare. jërëjëf. nga gis ko. loolu moom métti woon loolu dugg naa am 5 lundi. maa ngi woote mënuma dugg tey laa soog a. alhamdulilah jërëjëf. merci merci beaucoup merci beaucoup monsieur Niang. monsieur Niang merci. allo. oui allo. da ngay fay rajo bi nga yor. na nga def waay. sant jàmm rek alhamdulilah. alhamdulilah Pape Ndiaye na nga def. maa ngi fi rek. di leen fi rafetlu seen i waa laaj Malick Ndiaye noonu. na nga xam ne laaj Pape Diouf. ma ne la nga laaj leen ko léegi Pape Diouf dama bëggoon est-ce que moom un jour viendra mën naa ñëw Sénégal pour jiite président Sénégal. xanaa déglu li mu la tontu xanaa déglu li mu wax. waaw léegi moom su ma léegi d'accord boo ko ànd naa teg moom suñu journaliste la woon. waaw est-ce que tamit ëllëg mënti investir def comme maanaam kii de presse boo xamante ne ci sport rek ngay def quoi. mais loolu dafa defoon na ko fii sama juumul. dafa na ko sportif sama juumul. ak les sportifs ak 80 ci coupe d'Afrique bi ak 92. avec ñoom moom Koumé ak Feu. nga ñëw on était tout jeune. mais loolu yàgg na mais comment bi mën ko ñëwaat. mu indiwaat ko. waaw mais xam nga tamit nit day ñaan a yokk bu mu fi jógee dafa nekk président Marseille nekk agent de joueur. est-ce que Pape Diouf xam nga ne Sénégal dañ ko soxla. waaw dañ ko waaw soxla. xam na ko. mais moom war na xam loolu de. xam na ko. ñu ngi remonté de. moom ndax duñ ko jox président fédération de football. moom fu Sénégal dem nga fa. dama ne. nag nañu dimbali ngir yàlla ñëw Sénégal il faut mu jiite ci dara tubaab bi. expérience bi mu am. liggéey tubaab bi def lu bari. il faut que moom mu def loo xamante ne vraiment ñun. bëgg naa daal man boobu bëgg naa ko quoi franchement. jërëjëf yow sa yéene nga wax jërëjëf. jërëjëf. merci beaucoup. président ñi ñu bëgg nga ñëw lañ bëgg nga ñëw ñu jël keneen Pape Ablaye. am na allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Alaaji Malick na ngeen def. sant bu baax. ça va mon ami. di nuyu Racine ñu ngi lay Racine bul sax présenté tout. waaw xame nañ baat bi. waaw di nuyu Pape. nan la sëñ Ba ndax dëgg fierté ñun suñu fierté la ñun Sénégalais yi. wax ma la Sénégal sax ne africain yëpp quoi. jërëjëf. waaw mais li ñuy wax ci équipe nationale bi laa bëggoon waxaat ci ko wax. soo am na ko génne léegi bu naan mais Bruno Metsu bi muy qualifié Sénégal dafa bokk ak Algérie Égypte. ak ñetti équipe. ak Maroc ak Maroc. Égypte Algérie ak Maroc. ñu liggéey Algérie 1-0. Namibie bi. ak Namibie. waaw Pape Seydou Diop mais ñetti gros cylindre la. ñooñu kenn musu bokk ñoom pour génn. Égypte ak Maroc dem nii la Algérie fële 1-1. ñu ñëw dugal Pape Seydou Diop. ñu ñëw même Égypte moo su ma jumul moo ñu gagné. waaw moo ñu gagné en Égypte. waaw Maroc sax dañu leen gagné parce que. ñu def machine naa ko li ba mbëkkam bi dugg na. mais ngeen di équipe la ñu amoon. bien sûr. ba pare Aliou on est fier de lui suñu doom la. non ba ñu et puis football en matière de sport y a pas de sentiment. te def na résultat yi rafetlu ko ku. bien sûr ñun suñu sogo Aliou Cissé mooy jël ñu buy jël. waaw mais Aliou Cissé condition yi ñu ko def amul condition yu mu nekk amul kenn ku ko nekk. seul Aliou Cissé moo def 4 ans. te dañ ko nangul lépp. équipe bi du jeu mais gis nga football nag. même wóoru mais Belmadi il paraît que même il est entouré par 10 personnes yoo xam ne ñoo moo ko entouré. mais en Allemagne de Kronborg avait comme ça. l'entraîneur actuel allemand il est comme ça. Nigeria ba mu jël coupe yi. tous les bu ma la tout ça mais il y avait une dizaine d'anciens joueurs. ñu nekk ci banc bi kon ak moom. mais Aliou newuñu mais Aliou dafa jàllugul fenn. jaaragul fenn jërëjëf Racine. non waaw. di mais vraiment du question lañ ko kon mais Pape dama bëgg a Pape mu nangu ne Aliou il faut aussi comme li nga wax ñu étoffé waxuñu dañ koy mais moom mooy nekk entraîneur am na nga xam ñu koy xelal mais c'est très important. parce que Aliou bu ñu tasee équipe bu ñu def bloc bas il a toujours des problèmes. il a dit de j'ai lu vu avec les blocs bas il l'a dit. chaque fois il a dit. il ne trouve pas les solutions avec les blocs bas il l'a dit. avec les joueurs qu'on a là ak équipe bi ñu am. mais waxuñu ay dem final après ñu
non c'est coupe lañ ba coupe. voilà coupe dañuy jël bëgg jël coupe. tout à fait équipe yi ñu toll yëpp buñ ci toll dañ ko gagné. absolument. waaw di gërëm Pape di leen gërëm bu baax. waaw jërëjëf Racine jërëjëf Racine ñu jël 88 628 98 98 Retro Sport Sud FM seen rajo 98.5. voilà sur notre invité am nañu allo. allo da ngay fay rajo bi nga yor waaw. Allô. Allez-y. Ah, ça va bien. Bien, merci. Voilà, donc très rapidement, je vous remercie. Je remercie vraiment Sud FM pour avoir invité vraiment cette icône, cette fierté qui a dirigé Marseille, une équipe de première division en France. Ça, tout le Sénégal du sport, du football, vraiment, on était fiers. Maintenant, il avait, moi, je lui en voulais quand il disait que le football professionnel, c'était impossible au Sénégal. Je me rappelle, mais aujourd'hui, je crois qu'il a raison quand même. Il a eu raison sur tout le monde. Et j'aimerais qu'il nous parle de la situation du football professionnel et comment on peut y arriver. Comment on peut arriver à un football professionnel vraiment à taille sénégalaise, quoi. Digne de ce nom. D'accord. Ouais. Digne de ce nom. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup ci question yi ñu jël keneen le temps ñu bàyyi président mu tontu allo 88 600 allo. Allô. oui da ngay fa rajo bi nga yor waaw. waaw pourtant xaw naa fa rajo bi de. allez-y waaw baax na allez-y waaw. léegi damay féliciter Pape. ci expertise bi mu mën a encore tey. mais dama bëggoon confirmer li mu wax léegi ne Sénégal mooy réew mi nga xam ne ñëpp expert en tout. xam nga lan moo tax mu wax ko. yow moom Malick wax nga léegi ne Aliou Cissé nee na. il y a des problèmes quand les équipes jouent. waaw avec les blocs moo ko wax de. les blocs waaw. kenn si ñu toog foofu. ak ñi woote ñëpp. ku leen laaj lan mooy équipe bu joué bloc bas kenn la jox lu leer. yaakaar nga ko. waaw grand nga xam ne bloc bas tamit. te moom di wax sax je vous défie nga expliqué ñu lan mooy équipe bu joué bloc bas. parce que Sénégal. xam nga Paa wax na ko léegi. waaw quand il y a inflation. waaw ñëpp dañuy wax. mais parce que football lu mel noonu football moo gën a yàgg. lu mel noonu bu fekkee ne moo mel noonu nag. ngir yàlla boo leen di wax su la wax benn affaire ne ko loolu mooy lan. man yéen lay waxal yéen. d'accord waaw. parce que bu kees là-bas quelqu'un qui fait le savant. bu waxee benn thème ne ko loolu mooy lan. ñun ñuy déglu mu wax ji ko la mooy lan ñu xam ko. mais damay toog sama kër woote mais yow Aliou il a duré. mais quand on raisonne en termes de résultats pourcentage ngay def. je peux être là depuis 2 ans. def 40 matchs. gagné tous les 40 matchs. mu nekk fi def 10 ans. def 20 matchs gagné ma dara. waaw nga dëgg kan la gën a baax la. c'est pas la durée. Il faut prendre le pourcentage de matchs réussis. Le résultat yi. Résultat yi le nombre de matchs gagnés par rapport au nombre de matchs joués. dëgg la nga ne il a réussi tant de pourcent ñu mën a xam ne waaw il a fait quelque chose de bon ou pas. mais c'est parce que def na fi 4 moo fa ëpp durée. oui moo fa ëpp durée. mais da nga koy évaluer par rapport à tes performances. nga xam ne sans que ton fait kenn mënu ko dindi. mais daf fi yàgg rek. du wax. loolu du wax. beneen mooy wax ne. il a joué tant de matchs. il a gagné tant de matchs. il est en deçà de 50%. donc dafa war a dégager. il a plus de 50%. ñu xam ne loolu c'est un fait objectif. il a plus de 50%. mais dafa duré rek il a duré 4 ans rek. c'est pas raison. du tout. jërëjëf. merci beaucoup. merci de cette intervention. merci beaucoup. kon auditeurs yi Sud FM fi mu nekk nag ñu ngi bàyyi auditeurs yi ñuy wootee ba tey. pour joxe seen xalaat poser ay questions bu leen neexee. allo. mais bu ñu amatul kenn koo xam ni def naa ne mi ngi woote El Hadj Malick. donc Pape dégg nga li gars yi sénégalais yi wax. Du moins vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Oui. J'ai entendu, je m'en réjouis pour l'essentiel. Il y a une question qui m'a été posée, notamment sur l'organisation au Sénégal d'un football professionnel. C'est vrai que j'ai été un de ceux qui, très rapidement, très tôt, ont dit que le football professionnel n'est pas viable au Sénégal. Je l'ai dit parce que je le pensais, parce que le football professionnel a besoin de structures. Et ces structures-là sont absentes ici au football au Sénégal. J'ai pour habitude de dire toujours la chose suivante. Le football professionnel, c'est une affaire privée. Ceux qui l'ont initié sont des privés. C'est eux qui doivent payer et financer ce football. J'entends parfois, oui, l'État doit nous aider. Oui, c'est le devoir régalien de l'État de se mêler du football. Mais en réalité, de se mêler de tous les sports. L'État a ce devoir régalien de doter le pays
d'infrastructures de nature à permettre la pratique du sport de haut niveau et le sport de masse. Mais l'État a tellement de priorités, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit bien d'autres choses, que attendre que l'État finance un ballon qui roule, alors que dans les hôpitaux, il y a des gens parfois qui sont dans les couloirs et auxquels il manque simplement 3000 CFA pour se faire soigner, ça ne tient pas la route. Attendre que l'État finance le sport alors qu'il y a des garçons et des filles qui le soir sont sous les lampadaires pour étudier, pour préparer leurs examens parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles, ce n'est pas normal non plus. L'État a ce devoir, je le répète, régalien, de doter le pays d'infrastructures, mais pas de financer la pratique, le professionnalisme. S'il y a des gens qui ont envie de faire du professionnalisme, ils n'ont qu'à sortir de l'argent. Si l'État s'autorise, par exemple, à financer le professionnalisme, mais je peux ouvrir moi un magasin et demander à l'État de le financer parce que c'est privé aussi. Quand j'entends un président de club au Sénégal dire avec 500 millions, si l'État me donne 500 millions, j'amène la Coupe d'Afrique au Sénégal, mais j'ai envie de dire, si l'État me donne 500 millions, je crée 20 emplois. 20 emplois. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il faut raison garder. Il faut être réaliste et se dire qu'au Sénégal il y a du professionnalisme, c'est dire ce qu'on a envie de dire, mais ça ne tient pas la route. Quand des joueurs sont payés moins de 200 000 francs et que les 200 000 francs, ils ne les ont même pas, il ne faut pas parler de professionnalisme. Pensons à organiser notre football de manière à le rendre efficace et non pas à faire des copiages, de copier ici ou là des choses qui n'ont ni tête ni queue. Merci. Il y a également une question, Pape, que Mbaye Diouf, le président de Bourg Petite Côte, nous a envoyé. Il dit que maintenant que vous devez supporter le Paris parce qu'il y a Idrissa Gana Gueye. Mbaye Diouf. De toute façon, où que jouent les Sénégalais, j'ai de la sympathie pour ces clubs-là. De toute façon, c'est une constance chez moi. Évidemment que Paris, maintenant qu'il y a Ghana, j'aurai beaucoup plus d'attention pour cette équipe-là, mais peut-être beaucoup plus d'attention pour Ghana que pour Paris. Mais je vais répondre, Malik à Pape Diouf, puisque quand il était président de Marseille, quand il venait à Dakar, il avait des tas de maillots de Marseille. Et quand je viens, je vois les gosses qui viennent, Pape, donne-moi un maillot. Il me dit, tiens, tu n'en prends pas. J'ai dit, jamais. Moi, je supporte le Paris Saint-Germain. Je ne touche pas au maillot de Marseille. Pour répondre justement à ce qu'il disait tout à l'heure. Auditeurs de Sud FM, on vous remercie d'avoir écouté cette émission intéressante avec Pape Diouf, que nous invitons souvent et qui répond toujours à nos invitation. Merci. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, après le journal de 22h sur Sud FM, c'est Radio Pape. Le mot on de vous la laisse fin. Le mot de la fin pour les auditeurs de Sud FM. Simplement que nous pouvons tous continuer à aimer passionnément le football et à aimer passionnément le sport, puisque de toute façon le peuple sénégalais est très sportif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jërëjëf auditeurs de Sud FM. boo leen gisee nag ñu koy wax ci français c'est parce que Pape Diouf moo préféré ñu wax ko ci français puisque nee na li tax ñu koy wax ci français mooy bu ñu waxee français olof lañ koy booleel loolu du français du olof tamit olof français la ñuy booleel te moom benn rek la ci bëgg loolu moo tax mu préféré ñu def ko en français. On vous remercie de votre attention. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Pyrovalda.